Nous avions vu l'autre jour une espèce de perspective générale de l'affaire Dreyfus. Maintenant, je voudrais regarder avec vous, dans le détail, certains points intéressants. Première chose, le rôle de Mercier. Vous vous rappelez, je vais expliquer que c'était extraordinaire de voir ce général Mercier, le ministre de la Guerre, qui s'était précipité sur cette affaire Dreyfus, qui avait décidé l'arrestation, qui avait ensuite décidé la condamnation, alors que Dupaty-Clam, l'homme chargé de l'enquête, lui avait dit le 29 octobre, non, il n'y a pas moyen, on ne peut pas poursuivre, il n'y a rien. Alors essayons de comprendre. Qu'est-ce qui s'est donc passé chez ce Mercier? Il y a deux choses qu'il faut que vous sachiez. Il y en a une qui est banale, qui est courante maintenant, et une autre que l'on sait moins. Première chose, pourquoi est-ce que Mercier s'est si passionnément intéressé à cette affaire? Voici. Quand on dit Mercier aujourd'hui, il n'y a pas longtemps encore, François Mauriac parlait de Mercier dans un éditorial, enfin dans un de ses blocs-notes, et semblait confondre le général Mercier avec ce qu'on appelle aujourd'hui un général activiste, un général d'extrême droite. Mais en 1994, lorsque l'affaire va commencer, Mercier est passé au contraire dans le ministère pour un général, comme on dit, de gauche, un général républicain. C'était très facile à ce moment-là de se faire passer pour républicain, il suffisait de pas aller à la messe. Alors un général qui ne va pas à la messe, il était républicain. En outre, je crois qu'il appartenait à la franc-maçonnerie. Alors, ce Mercier, dans l'équipe gouvernementale, il était détesté, vous savez, il était haï par la droite nationaliste. On cherchait à le faire tomber. Et pendant l'été de 1994, et vous vous rappelez que c'est en septembre que l'affaire va commencer, pendant l'été de 1994, Mercier avait été en but à des attaques forcenées des journaux nationalistes, en particulier parce qu'au milieu de l'été, il avait libéré par anticipation 12 000 hommes du contingent. C'était pas énorme, 12 000 hommes. Mais alors, les journaux nationalistes en avaient pris prétexte pour dire il dégarnit la frontière, il est d'accord avec l'Allemagne, enfin c'est un traître. Et il était très embêté, Mercier, il voulait conserver son portefeuille, enfin c'est très humain. Et le ministère lui-même, le ministre, enfin Dupuy, n'avait pas envie de voir son ministre de la Guerre renversé parce que tout le gouvernement était par terre si un ministre était jeté par terre. Alors Mercier cherchait tous les moyens de sauver sa situation parlementaire. Et quand, en septembre, le SR lui apporte comme sur un plat d'argent, c'est l'histoire d'un officier juif qui est un traître, mais il se jette là-dessus, peut-être avec bonne foi, en se disant mais ça va me valoriser du côté de la droite. Enfin, ces gens qui me détestent, ils vont dire oh, on avait tort de le détester, il est très bien, il a beau être franc-maçon, enfin lorsqu'il s'agit d'un juif qui a trahi, il n'hésite pas. Bon, alors c'est à partir de ce moment-là que Mercier se dit je vais sauver ma situation parlementaire si je peux arriver à faire condamner Dreyfus. Pas très grave, n'est-ce pas? Pas très grave si Mercier est réellement convaincu de la culpabilité de Dreyfus. Et c'est ce qu'on dit encore beaucoup aujourd'hui. Dans un livre très remarquable, je vous l'assure, enfin un livre très bien fait, de M. Marcel Thomas, qui a paru un an avant le mien, qui s'appelle L'affaire sans Dreyfus. Thomas dit, oui, Mercier a fait ça parce qu'il voulait sauver son portefeuille, mais enfin il était convaincu de la culpabilité du capitaine. Je peux vous dire, et je peux vous affirmer, et je peux vous prouver, que le général Mercier savait parfaitement que Dreyfus était innocent. C'est une accusation très grave que je porte là, il faut que je la justifie tout de suite. Je vais vous donner deux indications. La première est déjà intéressante, mais n'est pas décisive, et la deuxième est décisive. Première indication. Vous vous rappelez que dans le dossier secret qu'il a communiqué exclusivement au juge sans que Dreyfus puisse en avoir connaissance et sans que son avocat, Domange, en eût davantage connaissance. Qu'est-ce qu'il y avait dans ce dossier secret? Il y avait une certaine petite pièce, une lettre, piquée par le SR, et une lettre qui était de Schwarzkoppen à Panizzardi, l'attaché militaire allemand à l'attaché militaire italien, disant, vous vous rappelez, 6 juin 12, plan directeur de Nice, que ce canaille de D m'a remis à votre attention. Canaille de D. Et D, Mercier disait, c'est Dreyfus. Mais il avait une autre pièce entre les mains, Mercier, une pièce qu'il a cachée au juge militaire. Cette pièce établissait que le nommé D en question, on saura plus tard que c'était un Dubois qui était cartographe à l'armée, ce nommé D touchait 20 francs par plan directeur. Alors tout de même, si Dreyfus avait trahi, Dreyfus qui était riche, il aurait trahi pour une somme un peu supérieure à 20 francs qu'il aurait pris de temps en temps. Ça, c'était le fait visiblement d'un petit espion, d'un petit traître besogneux. Ce n'est pas une preuve décisive. Voilà la preuve décisive. Le 1er novembre 1994, les journaux de Paris donnent pour la première fois le nom de l'officier arrêté. On savait depuis un certain temps qu'il y avait un officier arrêté, on ne connaissait pas le nom. Alors c'est le 1er novembre, à la fin de l'après-midi, quand les journaux de l'après-midi paraissent, vous savez, comme Le Monde aujourd'hui, c'est ce jour-là, en fin d'après-midi, que le nom Dreyfus est répandu dans le public. Alors immédiatement, l'attaché militaire italien Panizzardi envoie une lettre par valise. Vous savez ce que c'est par valise diplomatique, ça personne ne peut les voir. Il envoie une lettre par valise à son gouvernement, à Rome, et il explique, et il dit, nous étions fort inquiets, les Allemands et nous, parce qu'évidemment, on a des hommes en France, on a des traîtres à notre service. On était inquiets en se disant, qui est le Français sur lequel les services français ont mis la main?
Maintenant, nous sommes rassurés. Ils se trompent. Ils ont mis la main sur un nommé Dreyfus que nous ne connaissons absolument pas. Bien, mais cette lettre est secrète, personne ne la connaît. Palizardi envoie ça par valise son gouvernement. Le 1er novembre au soir. Mais dans la nuit, Palizardi réfléchit et se dit, j'ai dit à mon gouvernement que nous sommes sans rapport avec ce nommé Dreyfus, mais après tout, si l'affaire est énorme, si c'est une trahison considérable, si c'est un officier bien renseigné qui envoie des informations à l'Allemagne et par conséquent à l'Italie, tout ça m'a peut-être passé par-dessus la tête. Les attachés militaires, vous savez, ça doit être des personnages importants, ça arrive qu'ils sont court-circuités par leur service. C'est-à-dire que Palizardi se dit, peut-être bien que Dreyfus était en rapport directement avec Berlin, directement avec Rome aussi, par-dessus la tête de Schwarzkoppen et par-dessus ma tête à moi, l'Italien. Alors le 2 novembre, Palizardi envoie un télégramme à son gouvernement. Un télégramme chiffré, bien entendu, un télégramme qui va arriver en somme en même temps que la lettre envoyée par valise. Et dans ce télégramme, il dit à son gouvernement, si vous n'avez pas plus que nous, ici, à Paris, si vous n'avez pas de rapport avec Dreyfus, alors il serait bon que vous avertissiez notre ambassadeur, l'ambassadeur italien à Paris, qui s'appelle Tornielli, pour lui permettre de faire un télégramme officiel, enfin une déclaration officielle, mettant l'ambassade d'Italie à l'abri des commentaires de presse. La lettre de valise, je vous le répète, personne ne la connaît. Mais le télégramme, il est envoyé par un bureau de poste. Il est chiffré, c'est entendu. Enfin, c'est la poste française qui l'envoie. Vous savez ce qui se produit, enfin, dans tous les cas, lorsque un télégramme est remis comme ça, eh bien, il est expédié, la poste fait son métier, mais les services des affaires étrangères prennent copie du télégramme. Il est chiffré, on va s'arranger pour le déchiffrer. En effet, on va le déchiffrer. Et ce télégramme déchiffré, dont je vous rappelle le sens, dont je vous rappelle la teneur, si vous n'avez pas eu plus que moi de rapport avec Dreyfus, il serait bon que vous autorisiez notre ambassadeur à faire un démenti public. Ce télégramme, qui a été saisi, enfin copié par les affaires étrangères, et mis sous les yeux de Mercier. Ben, ce télégramme, qu'est-ce qu'il établit? Il établit que Palizardi n'a jamais entendu parler de Dreyfus. Alors comment est-ce que Mercier peut oser faire croire au juge militaire que D, c'est Dreyfus, alors qu'il sait parfaitement que D n'est pas Dreyfus? Et Mercier aura bien soin de dissimuler ce télégramme. Le télégramme ne sera pas mis dans le dossier Dreyfus, parce que la seule existence de ce télégramme prouvait que Dreyfus était innocent, du moins du côté des Italiens. Eh bien, Mercier cachera cela. Histoire très grave, encore pas très admise aujourd'hui, mais je ne vois pas comment on ne peut pas l'admettre, après l'histoire du télégramme du 2 novembre, tel que je viens de vous l'expliquer. Voilà pour Mercier. Je voudrais vous parler brièvement, très brièvement, de Henri. On a beaucoup cru que Henri, qui avait fait le faux que vous savez, était un homme qui était peut-être en cheville avec Esterhazy et qui était lui aussi un traître. Zola l'a cru, par exemple. Lorsque Zola, juste avant de mourir, fait son livre qui s'appelle Vérité, qui est une transposition romanesque de l'affaire Dreyfus, le personnage que dans son roman il a chargé de représenter Henri est représenté comme un traître. Ce n'est pas vrai. Zola se trompait. Joseph Reynac, qui a soutenu la thèse, se trompait. On sait aujourd'hui que Henri n'était pour rien dans cette histoire, mais qu'est-ce que c'est qu'Henri? Henri, c'est un officier discipliné. Avant tout, discipliné. Il a son idée sur l'affaire Dreyfus. Et nous savons qu'il l'a parce qu'on possède une lettre de lui à Picard, lorsque Picard était à Sousse, vous vous rappelez, quand il commandait son 6e régiment de tirailleurs à Sousse, une lettre où il lui dit carrément « Je pense comme vous sur le fond des choses. Je sais parfaitement à quoi m'en tenir. » Mais n'oubliez pas, mon cher ami, que les chefs, quand ils commandent quelque chose, quand ils veulent quelque chose, c'est les chefs. Alors il faut obéir. Et à ce propos même, il rappelle à Picard une conversation qu'il avait eue avec lui. C'est une chance que nous possédions cette lettre. Il lui dit « Vous vous rappelez, mon cher Picard », il ne lui parle pas ici de subalterne à chef, il lui parle d'ami à ami, de collègue à collègue. Vous vous rappelez un jour, quand je vous avais raconté quelque chose, et vous m'aviez dit que je parlais d'or. Mais qu'est-ce qu'il lui avait raconté? On sait ce qu'il lui avait raconté. Un jour, Henri avait dit à Picard, quand j'étais aux Zouaves, il y a ça longtemps, enfin au début de sa carrière militaire, quand j'étais aux Zouaves, il est arrivé dans ma compagnie une sale histoire. Il y avait un jeune soldat qui avait volé dans la caisse. Alors le lieutenant, qui s'était aperçu que ce type avait volé dans la caisse du régiment, a voulu faire passer le jeune soldat en conseil de guerre. Et nous, on lui disait, faites pas ça, vous savez pas qui c'est ce jeune soldat, mais c'est le fils d'un colonel. Alors vous savez, se mettre mal avec un colonel, c'est dangereux. Alors la suite de l'histoire, telle que l'a raconté Henri, c'est comme ça, le lieutenant n'a pas voulu nous écouter, il a fait passer le jeune soldat en conseil de guerre, et bien sa carrière a été complètement flambée. Alors vous voyez, Picard, il ne faut pas faire ce que vous faites, parce que vous vous mettrez mal avec les chefs. Lorsque Henri va fabriquer son faux, et qu'il expliquera pourquoi il l'a fabriqué devant le ministre de la Guerre, il dira « Mes chefs, c'est-à-dire Boisdeffre, Gons, mes chefs étaient très inquiets. Ils n'avaient rien dans le dossier contre Dreyfus. Alors comme ils n'avaient rien, j'ai mis quelque chose. Je sentais que mes chefs étaient inquiets, je les ai tirés d'embarras. Voilà tout. L'histoire d'Henri, c'est pas plus que ça. C'est le serviteur exemplaire.
C'est le gaillard qui dit, les chefs veulent quelque chose, on obéit, on doit faire plaisir aux chefs. Picard, c'est une autre histoire. Picard porte aujourd'hui encore une auréole. Quand on vous parle de l'affaire Dreyfus, on vous dit, oh, la plupart des gens dans l'armée ont été pas très bien, mais Picard, je demande à voir, ça s'est pas passé tout à fait comme ça. Vous avez vu que Picard découvre que Esterhazy est l'auteur du bordereau, il le découvre en mars ou avril 96. Il va attendre jusqu'au mois d'août, vous entendez, jusqu'au mois d'août, avant de parler de sa révélation. Parce qu'il est renseigné sur Esterhazy, parce qu'il sait qu'Esterhazy a des protections militaires considérables. Quand il se décide à en parler, vous avez vu ce qui lui arrive. Les deux chefs, Gons et Boisdef, sont furieux contre lui, et en réalité, il y perd sa situation. Alors pourquoi est-ce que brusquement, Picard, le 21 juin 97, va, si je puis dire, manger le morceau et va raconter à cet avocat Leblois toute la fin de l'histoire? Pourquoi? Parce qu'il a reçu, fin mai 97, à Sousse, il a reçu du ministère une lettre horrible. Une lettre où il est qualifié de menteur. Une lettre où il sent que sa propre situation militaire est menacée. Alors quand il va trouver Leblois, c'est pour lui dire, je vais peut-être avoir moi une sale histoire, où ma carrière est en jeu. Alors s'il faut que je me batte, je me battrai, mais attention, mon cher Leblois, attention, c'est moi, Picard, qui suis en cause, c'est pas Dreyfus. Ça, Dreyfus, je m'en balance. Ma situation. Alors Leblois est extrêmement ennuyé. Je vous ai raconté, je vous ai dit que Leblois, à qui Picard avait interdit de parler de sa conversation, Leblois dit, mais je ne peux pas garder un pareil secret. Enfin, il y a un homme là-bas, un malheureux, qui est à l'île du Diable, qui est au bagne depuis 2 ans, et Picard lui-même est indifférent. Alors vous savez que Leblois va trouver Scherer-Kestner et va essayer d'accrocher l'histoire. Scherer, naturellement, a besoin de documentation. Et Picard refuse de donner toute documentation, parce qu'il ne veut pas se mouiller. Tant que lui-même n'est pas en cause, pas question qu'il fournisse le moindre renseignement. Alors je vous apporte là une petite lettre, enfin un fragment de lettre de Scherer-Kestner à Leblois du 1er août 97, où Scherer dit à Leblois, il est impossible d'admettre qu'un honnête homme garde un pareil secret et laisse ainsi un innocent subir de telles souffrances et un tel déshonneur sans bouger. Il faut savoir que Picard était quelqu'un de très attentif à sa carrière. J'ai trouvé dans la Gazette de Lausanne, d'avril 1906, avril 1906, la révision est presque terminée, vous savez que c'est en juillet que Dreyfus va être réhabilité, l'affaire se termine. En avril 1906, Picard écrit un article dans la Gazette de Lausanne pour dire cette vieille affaire Dreyfus, elle va se terminer. Il y a des tas de gens qui se sont sucrés dans cette affaire, les juifs en particulier, dit-il. Il y a 2 juifs maintenant qui sont sous-secrétaires d'État. Oh, ceux-là, ils se sont défendus. Parce que les gens courageux, les gens propres, sous-entendu moi, ils n'ont rien. Alors c'est une espèce de Picard qui tend la main, qui dit, et ma récompense. Sous-entendu, il aura sa récompense. Lorsque Clemenceau sera au gouvernement, il fera de Picard immédiatement un général et même un ministre de la guerre. Dernier détail sur Picard, détail qui a été fourni par Joseph Renac, et j'ai bien envie de vous le dire parce qu'il qualifie le personnage. C'est le rapport d'un capitaine Tassin, sur la dégradation de Dreyfus. Ce capitaine Tassin, le 5 janvier 1995, quand on dégradait Dreyfus, était à côté de Picard dans la cour de l'école militaire. Et il va rapporter ce que Picard lui a dit. Ce Tassin, pour quelles étaient ses idées personnelles, enfin, je ne sais pas ce qu'il pensait de Dreyfus, mais Tassin avait été tout de même ému de l'allure qu'avait Dreyfus quand on lui arrachait ses galons et ses boutons. Et il avait dit à Picard, qui était à côté de lui, regardez-le tout de même, ce type, à quel point il est stoïque, il est là, livide, il a la main sur la couture du pantalon, comme un soldat, puis il a des yeux baissés, il regarde par terre. Et Picard, ricanant, lui avait dit, mais écoutez, vous oubliez l'essentiel, c'est un juif. Il regarde par terre, pourquoi? Mais parce que c'est ses galons qui sont par terre. Les galons, tout de même en argent, alors ils comptent, 10 cm, ça fait 15 centimes, etc. Voilà ce que Picard avait pensé lors de la dégradation de Dreyfus. Alors quand on nous reparlera de l'héroïsme de Picard, de la grandeur d'âme de Picard, je demande qu'on repasse. Je voudrais maintenant vous parler de la protection, de l'extraordinaire protection que la haute armée, enfin que l'état-major, a accordée à Esterhazy, dont on savait parfaitement que c'était une fripouille. Cette protection est allée très loin, et on le sait aujourd'hui. Il y a un moment où Esterhazy va écrire des lettres au président de la République. Lui, simple officier, il est major d'infanterie, il écrit au président de la République. Nous savons que ces lettres lui ont été dictées par du Petit Clam, c'est-à-dire dictées par l'état-major. Et qu'est-ce qu'il y avait dans ces lettres au président de la République? Il y avait un chantage. Il y avait une incroyable menace faite par un officier au président de la République, disant « j'ai entre les mains un document ». Il disait que c'était une femme voilée qui lui avait remise. En réalité, c'était un document qui lui venait du SR, sous enveloppe fermée, scellée. « J'ai un document, disait-il, monsieur le président de la République, un document tel que si jamais je le publie, c'est un casus belli, c'est un cas de guerre entre la France et l'Allemagne. Eh bien, monsieur le président de la République, si vous ne me couvrez pas, si vous n'empêchez pas que mon nom soit prononcé
car ces lettres sont du début de novembre 97. Vous vous rappelez que c'est le 15 novembre 97 que l'affaire va exploser. Monsieur le Président de la République, disait Esterhazy, si vous n'intervenez pas, si vous ne faites pas taire le Führer Kestner, si vous n'empêchez pas que mon nom soit prononcé, je la publie, cette lettre. Dut la guerre en sortir. Bah, écoutez, supposez qu'aujourd'hui, un officier écrive au Président de la République en France, en lui disant j'ai un document qui est susceptible de faire éclater la guerre entre la France et la Russie, par exemple. Ben, vous commencerez que le Président de la République hésitera un instant, mais il ferait appréhender l'officier, foutre en prison, et puis donnez-moi votre papier. Ah, mais pas du tout, pas du tout. Le ministre de la Guerre ne bouge pas, le Président de la République non plus. Simplement, on convoque très gentiment Esterhazy devant le gouverneur militaire de Paris, qui était un de ses amis du reste, qui s'appelait le général Saussier. Puis Saussier lui dit, écoutez, vous avez écrit une lettre, on n'écrit pas comme ça, Président de la République, il me semble que vous avez été maladroit, vous devriez, ça serait gentil à vous, enfin, vous devriez remettre le document. Esterhazy finira par remettre le document parce que c'est un document qui sort du SR et que le SR a besoin de le récupérer, et le 15 novembre, le document sera restitué. Esterhazy, quand il va passer en conseil de guerre, vous pensez que c'est lui comme ça qui va tout seul en conseil de guerre? C'est le général de Boisdeffre qui lui a dit, je crois que ce serait mieux que vous alliez en conseil de guerre, parce qu'une fois qu'il y aura jugement sur vous, il y aura, comme on dit en termes juridiques, vous savez, res judicata, la chose jugée. Et puis il y a une formule, toujours en latin, qui dit res judicata pro veritate habetur, la chose jugée doit être tenue pour la vérité. Par conséquent, tant que vous n'aurez pas passé en conseil de guerre et que vous ne serez pas acquitté, car soyez tranquille, vous serez acquitté, tant que vous ne serez pas acquitté, vous risquez quelque chose. Mais une fois que vous aurez passé en conseil de guerre et que vous serez acquitté, alors vous serez tranquille pour le reste de vos jours, vous êtes blanchi à jamais. Monsieur Thomas a apporté un détail nouveau là-dessus, dans son livre si important il y a 3 ans. Dans l'acte d'accusation, il y avait est accusé par Mathieu Dreyfus, vous vous rappelez, est accusé d'avoir en 1894 fourni des documents à l'Allemagne. C'est vrai qu'il en fournissait en 1994, mais il en fournissait encore au début de l'année 95. Alors, aux archives de la guerre, où on avait conservé l'acte d'accusation, une main bénévole et intelligente a gratté dans l'acte d'accusation les mots en 1894. Parce que tant que ces mots restaient, Esterhazy n'était couvert que pour les faits de 94. Mais si quelqu'un, Mathieu Dreyfus par exemple, lui avait fait un nouveau procès, disant qu'en 95, il fournissait des documents à l'Allemagne, alors il n'était plus couvert. Tandis que si on grattait, s'il n'y avait plus de date, il était couvert à perpétuité. Maintenant, avant de finir, il faudrait que je vous montre quelques détails sur le fameux nouveau dossier. Peut-être que vous vous rappelez, la fois dernière, je vous ai dit que le 1er avril 1998, le ministre de la Guerre, Billot, inquiet, se disant, c'est entendu, Zola a été condamné, mais enfin peut-être qu'il y aura révision de l'affaire Dreyfus, il avait donné ordre que l'on reconstituât, que l'on refît le dossier de Dreyfus. Je l'ai tout examiné, ce dossier, quand je travaillais aux archives nationales. Il est monumental, je vous l'ai dit, il y a plus de 300 pièces. Autrefois, il y en avait 5, enfin, rien. Plus de 300 maintenant. Alors là-dedans, il y a des choses étonnantes. On y fait la découverte suivante, que j'ai vue de mes yeux. Le petit bleu, on rappelle ce que c'était le petit bleu. Le petit bleu, c'était le pneumatique, quoi, sur lequel toute l'affaire s'était redéclenchée. La lettre, le pneu, qu'avait écrit Schwarzkoppen à Esterhazy. Ce pneu avait été pris par le SR, et c'était là où il y avait, j'ai besoin d'avoir de vous des explications écrites pour savoir si je puis continuer ou non mes relations avec la maison R. Alors ce petit bleu existait, bien recollé, bien reconstitué dans les archives de la guerre. Quelqu'un, on sait qui maintenant, c'était le collaborateur d'Henri, c'était le commandant, l'autre, chef de bataillon, l'autre, non, chef d'escadron, puisque c'était un cavalier, le chef d'escadron, l'autre, LAUTH. L'autre avait eu une idée assez géniale, il avait pris cet original du petit bleu, et il avait gratté le nom Esterhazy. Le grattoir était très en usage, vous savez, dans les services spéciaux. Alors il avait donc gratté le nom, puis il avait réécrit le même nom par-dessus, Esterhazy. De telle sorte que si des enquêteurs voulaient voir les pièces, et si on leur montrait le petit bleu original, les enquêteurs civils auraient dit, mais c'est une pièce truquée, vous voyez bien qu'il y a écrit Esterhazy, mais c'est écrit sur un grattage. Par conséquent, le nom qui était dessous n'était pas le nom d'Esterhazy, sans ça on aurait pas écrit le même temps. De telle sorte, c'était une astuce très bien, très intelligemment, qui est très diaboliquement conçue, pour ôter toute valeur probante à cette pièce, puisqu'on faisait croire qu'elle n'était pas originairement destinée à Esterhazy. Il y avait de très beaux documents dans ce nouveau dossier. Il y en a une, je tiens particulièrement à vous parler, il faut que j'aille vite, mais je vais vous dire ça en particulier. On avait cherché, naturellement, dans les archives du SR, tout ce qu'on pouvait trouver contre Dreyfus. On avait trouvé une pièce qui était décrite par Panizzardi, l'attaché militaire italien, à Schwarzkoppen, l'attaché militaire allemand, le 28 mars 1995. Et ce 28 mars 1995, l'Italien disait à l'Allemand, je vais avoir bientôt
le réseau, enfin l'arrangement du réseau français, du réseau ferroviaire en cas de mobilisation. Très intéressant ça. Qu'est-ce que vous voulez qu'on en fit d'une pièce du 28 mars 95, alors qu'en 95, Dreyfus était à l'île du Diable. Ce n'était pas lui qui pouvait donner les renseignements sur les chemins de fer français en cas de mobilisation. On ne pouvait rien en faire, mais si on était intelligent, on pouvait en faire quelque chose. Henri déchire le coin de cette lettre, où il y avait la date, 28 mars 95, il fait disparaître la date. Et de son écriture, en bas sur la pièce, il met avril 94. Alors on peut mettre cette pièce dans le dossier comme si elle était d'avril 94 et comme si elle pouvait concerner Dreyfus. Autre chose, on avait trouvé encore dans les papiers de l'état-major, enfin du SR, on avait trouvé une lettre de mars 94, elle-là. C'était une bonne date, 94, puisque l'affaire Dreyfus est de 94. Et il y avait, c'était toujours Panizardi qui écrivait à Schwarzhofen, il lui disait « Je suis un peu malade, je regrette, je ne peux pas aller vous voir, mais vous, venez donc me voir, vous ne perdrez pas votre temps dans la visite, car P, majuscule, P, m'a remis pas mal de choses intéressantes. P, c'est pas D. Oh, mais du moment que la lettre est écrite au crayon. Alors on gomme, c'est Henri qui fait le travail. On gomme P, on met D par-dessus, car D m'a fourni pas mal de choses intéressantes, et comme c'est une pièce de 94, hop, elle est dans le dossier, ça fait une pièce de plus contre Dreyfus. Et puis il y a eu cette merveille de la pièce 44, enfin ce chiffre m'est resté, parce que je me rappelle que j'ai eu le souffle coupé lorsque je l'ai lu aux Archives nationales, je tournais moi mes pages pour voir tous ces documents du nouveau dossier. Et la pièce 44, c'était le télégramme Panizardi, le télégramme du 2 novembre, le télégramme par lequel Panizardi disait « Moi, je ne connais pas Dreyfus, mais peut-être que vous le connaissez. » Et vous vous rappelez que ce télégramme, on l'avait soigneusement caché. Mercier l'avait dérobé au juge. Tout à coup, en 98, il reparaissait ce télégramme. Je lui ai dit « Tiens, c'est curieux. » Il se décide à le mettre en avant. Alors écoutez bien, voilà le texte du télégramme que l'armée prétend avoir été envoyé par Panizardi le 2 novembre 1994. Télégramme envoyé par l'attaché militaire Panizardi à son gouvernement le 2 novembre 1994, puis une note de Gonse, reconstituée de mémoire par le lieutenant-colonel Dupaty-Clave. Le vrai texte, vous vous rappelez le vrai texte, si vous n'avez pas eu plus que moi de rapport avec Dreyfus, etc. Eh bien, le texte qui était inséré dans le nouveau dossier, dans le dossier 98, comportait « Gouvernement français a la preuve de révélation offerte à l'Allemagne par Dreyfus. Aucune inquiétude à avoir, notre émissaire est prévu. » C'était un faux, mais mot à mot un faux. L'armée était à ce moment-là, n'était pas très délicate pour l'usage des faux, et l'avait établi dans le dossier. Bien entendu, on avait été obligé de retirer du dossier la pièce majeure, la pièce massue, dès le jour où Henri avait avoué que c'était une pièce forgée. Enfin, je voudrais vous apporter comme dernier enseignement là-dessus ce qu'on appelle une preuve morale. Boisdeffre et les officiers d'état-major s'étaient adressés à tous les généraux possibles pour leur dire « Ceux qui entre vous qui ont été en rapport avec Dreyfus, donnez-nous donc notre avis, enfin ça fera autant de documents dans le dossier. » Alors Boisdeffre s'était adressé au directeur de l'école de guerre, par laquelle Dreyfus avait passé. Dreyfus y était allé en 91-92. Ce général s'appelait Lebelin de Dionne. Alors gentiment, Lebelin de Dionne va faire le petit témoignage sur Dreyfus qu'on lui demande, puisque son ami Boisdeffre le désire, et il va lui envoyer le 1er juin 98, petite note sur Dreyfus. Mais il a oublié, Lebelin de Dionne, il a oublié qu'il y a les registres de l'école de guerre. Alors si on se reporte au registre de l'école de guerre, on voit ceci, 1892. Conduite du capitaine Dreyfus, très bien. Tenue du capitaine Dreyfus, très bien. Observation générale, signé Lebelin de Dionne, très bon officier, très apte au service de l'état-major. Ça, 1892. Alors, je vous prie d'écouter ce que le même Lebelin de Dionne, le 1er juin 98, écrit à Boisdeffre sur le compte de Dreyfus. Le sieur Dreyfus, a été sous mes ordres à l'école de guerre. Ses manières haineuses et cassantes, ses propos inconsidérés, sa conduite privée fâcheuse lui retirait toute estime de ses camarades et de ses chefs. Voilà de quoi a été composé le dossier anti-Dreyfus de 98. Dernière observation. Je vous ai dit l'autre jour que dès que Dreyfus a été gracié, une amnistie générale a été établie. C'est-à-dire toute affaire connexe, enfin, se rattachant de près ou de loin à l'affaire Dreyfus, c'est fini, on passe l'éponge, je n'en parle plus. Qu'est-ce que ça voulait dire ça? Ça voulait dire Dreyfus, on va vous le rendre, votre petit juif, à l'état de neuf, ou presque, enfin on vous le rend. Mais ne nous ennuyez pas avec la punition des coupables. Ça, les coupables, tabou, jamais on y touchera. Amnistie d'avance. Ce qui a fait dire à un écrivain français qui s'appelle Julien Binda, lorsqu'il a appris la nouvelle de l'amnistie, ce qui lui a fait écrire dans un article de la Revue Blanche, ceci. Depuis 5 ans, on nous affirme que nos généraux sont insoupçonnables, et maintenant, on s'empresse de les amnistier d'avance.